Je suis métisse. Ma mère est berrichonne et mon père est algérien. J'ai les cheveux frisés, la peau brune et les yeux marrons. Les yeux de mon père et de ma mère. Mes enfants, 2 de mes enfants, eux, ont les yeux verts. Les yeux de leur mère. Alors je plaisante souvent avec mes amis en disant soit ces enfants sont pas de moi, soit il y a quelque chose de plus subtil. Et en vrai, j'ai jamais douté, parce que d'abord j'ai confiance en ma femme, et puis ensuite je suis généticien, je suis sélectionneur de plantes, de vignes plus particulièrement. Et donc je sais que se cache derrière tout ça quelque chose, un secret invisible, la génétique. Et vous portez tous ça. La couleur des cheveux, la couleur des yeux. Chaque geste transmis par vos parents, par vos grands-parents, de génération en génération. Oui, je veux vous parler aujourd'hui de génétique. Alors pas de la mienne, ni celle de mes enfants, mais plutôt celle des plantes. Alors c'est pas moi qui l'ai découvert en premier, vous imaginez bien. Il y a plus de 150 ans, un homme curieux s'est posé la question. Il s'appelait Gregor Mendel, il était moine et autrichien. C'est un peu le père de la génétique. Alors moi, Mendel, je l'ai connu il y a 20 ans, sur les bancs de l'école, à Colmar, avec ma professeure, Madame Maillot. Et je crois que c'est là que pour la première fois que la génétique m'a fait rêver. Il avait la conviction, l'intuition, Monsieur Mendel, la conviction même, que ses caractères, l'histoire des cheveux, la couleur des yeux, ça tombait pas comme ça du ciel. D'ailleurs, assez amusant pour un moine de se rendre compte que tout ne venait pas d'en haut. Et donc, dans son jardin, Mendel, il croisait des petits pois. Alors les croisements, c'est comme la rencontre de 2 parents. C'est comme un mariage botanique. Donc il prenait le pollen d'une fleur violette, l'organe mâle, et il allait le déposer sur les fleurs blanches, les organes femelles. Puis il attendait quelques semaines, puis quelques semaines plus tard, il observait le résultat. Les enfants, les petits pois. Alors, certains ressemblaient à leur père, d'autres à leur mère, et d'autres à personne. Et un jour, il a compris quelque chose de révolutionnaire. Il y a quelque chose qui se transmet. Les caractères étaient transmissibles à la génération suivante. Certains étaient dominants, exprimés, et d'autres étaient invisibles, mais bien présents. Retenez bien ça, invisibles, mais bien présents. Alors aujourd'hui, ce quelque chose qui se transmet, on sait le nommer. Ce sont les gènes, des segments d'ADN. Alors l'ADN, j'imagine que vous en avez tous entendu parler, c'est un mot un peu compliqué, même moi j'arrive jamais à me rappeler ce que ça veut dire, acide, désoxydant, on s'en fiche. L'important c'est les 4 lettres qu'il compose. A, T, G, C. Ces 4 lettres, c'est l'alphabet du vivant. Alors là encore, ce sont des molécules un peu complexes, adénine, thymine, guanine, on s'en fiche. Imaginez 4 briques de Lego. Avec ces 4 briques, la nature a construit la vie. Avec seulement 4 symboles, 4, la nature, elle a écrit tous les livres du vivant. Les éléphants, le vôtre, le mien, la vigne, tout le vivant. Alors aujourd'hui, cette écriture invisible, elle a façonné ce que nous mangeons. Je vais vous prendre 3 exemples. Prenons le blé. Le blé, c'est une histoire vieille de 10 000 ans. Le blé, au départ, c'est une herbe sauvage pas très nourrissante, qui un jour, par hasard, va se croiser avec une autre herbe sauvage pour donner une nouvelle variété, qui des générations plus tard, va encore se croiser avec une 3e herbe sauvage pour donner le blé tendre, celui qu'on mange aujourd'hui. Alors quand 2 plantes se croisent, c'est comme si on fusionnait leur plan d'architecte. Donc pour le blé, c'est 3 plans d'architecte dans une seule plante. 3 jeux de Lego dans une seule boîte, si je reprends mon exemple de Lego. Et donc sans ce hasard incroyable,
Bah, pas de blé. Pas de blé, pas de pain. Et franchement, vous imaginez, vous, un monde sans pain? Nous, en France, on n'imagine pas un monde sans pain. Les tomates, maintenant. Les tomates, elles n'étaient pas rouges et charnues. Hein. Elles étaient plutôt petites, vertes et acides. Et s'il n'y avait pas eu des générations de sélectionneurs qui étaient intervenus sur la génétique de la tomate, bah, je peux vous dire que vous ne mangeriez pas de tomates aujourd'hui. Ou en tout cas, pas celles que vous avez l'habitude de manger. Pas de jaune, de green zebra, de cœur de bœuf. C'était pas ça, les tomates. Troisième exemple. La vigne, bien sûr. La vigne, c'est ma plante favorite. Un peu la raison pour laquelle je suis ici devant vous aujourd'hui. Bon, bah, la vigne, à la base, c'est une liane sauvage. Et donc, là encore, s'il n'y avait pas eu des générations de sélectionneurs passionnés pour choisir les caractères qui nous intéressaient, bah, je peux vous dire que vous ne boiriez pas de Saint-Émilion ou de champagne aujourd'hui. Alors, avec modération, hein, je vais parler plusieurs fois de vin aujourd'hui. Donc, à chaque fois que j'en parlerai, pour éviter le « avec modération », je ferai cette parenthèse, ok ? Avec modération. Donc moi, je fais partie de ces générations de passionnés qui ne peuvent pas se résoudre à voir la vigne, aujourd'hui, menacée de disparaître tant le climat est dur pour elle. Parce que la vigne, c'est une plante magique, c'est une plante poétique, moi elle me fait rêver, mais c'est aussi une plante fragile, sensible aux maladies, sensible au changement du climat. Et avec ce climat qui se détraque, eh ben, aujourd'hui on n'arrive plus à avoir les raisins comme avant, on a plus de sucre, donc plus d'alcool, moins d'acidité. On n'arrive plus à avoir les vins comme avant, et si ça continue, ben, on va voir disparaître les vignes, nos plantes, nos cépages, qu'on cultive sous nos terroirs depuis des siècles. Donc moi, alors je ne suis pas tout seul, hein, bah, ce que je veux, c'est pouvoir contribuer à améliorer la génétique de cette plante pour la rendre plus robuste, plus résiliente. Aujourd'hui, nous les sélectionneurs, on a à notre disposition une invention géniale. CRISPR-Cas9. On dirait le nom d'un robot Star Wars, non? Bon, en plus, j'ai fait un peu un effet qui fait que ça y ressemble. Non, CRISPR, c'est pas un robot. CRISPR, c'est un outil. CRISPR, c'est un ciseau génétique, un correcteur orthographique du vivant. Imaginez une histoire d'amour où on changerait quelques lettres. Je t'aime deviendrait je t'aimais. 2-3 lettres, et tout un monde s'écroule. Bon, et bien CRISPR, c'est un petit peu le moyen de changer le sens de cette phrase. Alors cette invention, CRISPR, c'est Emmanuelle Charpentier et Jennifer Doudna qui l'ont découvert, et elles ont même reçu le prix Nobel de chimie en 2020 pour ça. C'est un peu nos Gregor Mendel des temps modernes. Vous vous souvenez de mon moine autrichien? Des passionnées, elles aussi, des rêveuses qui nous permettent d'amener encore un peu plus loin la découverte sur les secrets du vivant. Alors là, j'ai eu un petit coup de lumière là, et je vois que depuis tout à l'heure, quelques-uns d'entre vous, là, je sais pas, je ressens une espèce de malaise. Il y en a qui se disent là, mais attends, il est en train de nous parler d'OGM là. Ah si, il nous l'a fait à l'envers là. Ben, allons-y. Je parle d'OGM ou je parle pas d'OGM? C'est quoi les OGM? Souvent, quand je demande, on me répond « moi je suis contre ». Et quand je demande pourquoi, on me dit « c'est dangereux, manipulation, capitalisme, etc. » Mais rarement on me dit ce que ça veut dire vraiment. OGM, ça veut dire « organisme génétiquement modifié ». Ok, et encore. Franchement, personne ne sait ce que ça veut dire OGM. On sait juste que ça nous fait peur et qu'on n'en veut pas. Un peu comme le nucléaire, j'y reviendrai. Ah, regarde, c'est cool, ce produit, c'est sans OGM. Ah ouais, pourquoi c'est mieux? OGM, ça ne veut rien dire. Ou plutôt, ça peut vouloir tout dire. Nous sommes tous des organismes génétiquement modifiés. Ah oui, vous, monsieur, vous êtes la version un peu modifiée de votre père. Et vous, madame, la version différente, améliorée de votre mère.
Et nos enfants, eh ben, ce sont nos mises à jour. Des fois, elles bug un peu, des fois, elles sont plus rapides, plus intuitives, mais c'est toujours nous. Avec un autre design. Nous sommes tous modifiés, tous différents, tous en train d'évoluer. Des évolutions, des mutations, des adaptations. Et franchement, encore heureux, parce que si on n'avait pas évolué, si on était encore comme nos ancêtres, ben aujourd'hui, on vivrait plein de poils dans des grottes. En fait, on est dans une mise à jour permanente du vivant. Si je vous avais demandé, si je vous obligeais à me donner la définition d'OGM, je pense que j'entendrais, OGM, c'est quand on intervient sur la génétique, en laboratoire, quand l'homme intervient sur la génétique, quand il ne laisse pas faire la nature. Mais on modifie depuis des siècles la génétique. La nature elle-même la modifie tous les jours. Et l'homme aussi, de manière consciente ou inconsciente. Je reprends mon exemple du nucléaire. Je trouve que la comparaison, elle est intéressante. En fait, ce qui nous fait peur derrière ces technologies, c'est ce qu'on ne connaît pas, ce qu'on ne maîtrise pas. On imagine le pire, la bombe. Alors que quand vous allumez la lumière, derrière la technologie, c'est quoi? La même, l'énergie nucléaire. Donc souvent, par précaution, on préfère se méfier. Et en fait, pour la génétique, c'est un petit peu pareil. Ce qui fait peur, c'est peut-être pas la technologie en tant que telle, c'est le mystère. Et moi, j'aimerais qu'on voit la génétique comme un truc positif. Moi, avec mes petits ciseaux CRISPR, ce que je fais sur mes vignes, je reprends l'exemple de la vigne, je peux aller couper dans l'ADN de la vigne, elle va se réparer toute seule, et je peux lui permettre de vivre mieux dans des environnements où il y a moins d'eau, parce que je vais lui permettre de moins transpirer. Je peux aller couper dans les gènes de la vigne, elle va se réparer, et je peux la rendre plus résistante au mildiou ou à l'oïdium, qui sont deux maladies terribles, qui affectent beaucoup de plantes d'ailleurs, ce sont des champignons. Alors comment je peux faire ça? Vous me direz, généralement, les champignons, ils rentrent dans la plante par des portes d'entrée. Si je réduis la taille de la porte, je peux faire ça avec mes ciseaux, et le champignon ne peut plus rentrer. Alors, voilà quelques exemples de ce qu'on peut faire avec la génétique. Alors attention, c'est pas de la bidouille. On bricole pas les gènes comme on bricolerait sa tondeuse. On est conscient des risques. Donc on est précis, chirurgicaux. On vérifie, on valide. Je vais vous prendre un dernier exemple. On donne chaque année des millions d'euros pour le Téléthon. Et qu'est-ce que font les chercheurs avec nos dons? Ils interviennent sur la génétique. Ils la modifient. Alors pas pour jouer aux apprentis sorciers, non, mais pour réparer, pour soigner, pour améliorer la vie. Alors, je vous pose une question. Pourquoi, quand on parle de santé humaine, on parle de thérapie, et quand on parle des plantes, on parle de manipulation? Vous voyez, moi, avec mes collègues, dans mes vignes, dans nos vignes, qu'est-ce qu'on fait finalement tous les jours? On aide nos plantes pour qu'elles donnent le meilleur d'elles-mêmes et qu'elles continuent à pouvoir nous donner le plaisir unique de pouvoir partager un verre de vin. Et on les taille, on les attache, on les soigne. Et donc, moi, à ma manière, avec mes petits ciseaux, si je peux contribuer à soigner justement mes plantes pour qu'elles puissent continuer à vivre plus longtemps, pourquoi pas s'en réjouir comme on accueillerait un bon millésime? Parce qu'au fond, mon message, c'est de dire que la génétique, elle est dans le pain que vous coupez tous les jours, dans les tomates que vous mangez, dans les vignes qui nous entourent, et même dans les yeux de vos enfants. La génétique, c'est pas une menace. La génétique, c'est une transmission. C'est comme un fil invisible entre hier et demain. Donc moi, je rêve pas d'une génétique qui fait peur. Moi, je rêve plutôt d'une génétique qui soigne,
d'une génétique qui protège, d'une génétique qui nourrit, d'une génétique qui nous permettra demain encore de partager un bon repas ensemble, de partager un verre de vin ensemble. Enfin, là vous allez dire, le vin, c'est vraiment son obsession. Vous avez raison, et au fond, si je veux que vous reteniez quelque chose aujourd'hui de mon intervention, c'est que la génétique, finalement, c'est un peu comme le vin. C'est complexe, c'est de la haute couture. Ça ne se représente pas toujours, mais ça se goûte, en prenant son temps, pour découvrir et pour comprendre. Et quand c'est bien fait, eh ben ça se partage.